Un jour de novembre 1997, dans l'Essonne, à Viry-Châtillon, Frédéric Adman et sa compagne, Nathalie Girard, ne donnent plus signe de vie. Un jour d'avril 1999, dans un hameau de l'Aveyron, Nicole Rousseau et Claude Mouly disparaissent à leur tour sans laisser d'adresse. Très rapidement, chez les Girard, on s'interroge sur ces départs. Cette disparition est troublante. Ils sont en but à une institution judiciaire arc-boutée sur un principe. Une personne majeure peut changer de vie et de lieu de résidence quand bon lui semble. La loi protège la liberté des gens. Mais c'est vrai qu'en protégeant la liberté des gens, quelque part, on protège certains crimes. Dans l'Aveyron, Corinne Mouly, la fille de Claude Mouly, se heurte aux mêmes difficultés que Claude Girard. Dans cette histoire, il est vrai que c'est assez terrifiant de se dire que malgré les sonnettes d'alarme qui ont été tirées, il ne va rien se passer pendant des mois. Ils ne se connaissent pas, ils vivent à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Pourtant, ils sont tous deux confrontés à un même inquiétant personnage, Alfredo Stranieri. À Viry-Châtillon, Alfredo Stranieri va acquérir le New Love, la discothèque de Frédéric Adman et de Nathalie Girard. Dans l'Aveyron, il prendra possession de la Bourriate, une auberge tenue par Nicole Rousseau et Claude Mouly. Cet étrange personnage n'éveille pourtant pas les soupçons des enquêteurs. Ce n'est que grâce à l'obstination d'un père et d'une fille pour retrouver leurs proches que toute cette horrible affaire criminelle, l'affaire Stranieri, va éclater au grand jour. Tout commence en octobre 1997. Alfredo Stranieri voit une annonce dans un journal de vente ou particulier. Il remarque un restaurant-discothèque, le New Love, situé au 44 boulevard Alsace-Lorraine à Viry-Châtillon. Stranieri prend rendez-vous avec le propriétaire du New Love, Frédéric Adman, un quinquagénaire qui vit avec une jeune femme de 30 ans, Nathalie Girard. Le couple cherche à vendre pour aller s'installer dans la région bordelaise, là où vivent les parents de la jeune femme. Le 20 octobre 1997, Alfredo Stranieri se porte acquéreur du New Love, sans même en discuter le prix. Frédéric Adman est satisfait. Marché conclu. La discothèque est vendue au prix de 2 800 000 francs, 427 000 €. Aussitôt, Stranieri crée la société SAR, Stranieri Alfredo Restauration. Il est gérant. Ses associés sont sa femme, Anne-Marie Park, leur fille, Kelly, sauf que Stranieri est interdit de gérance pour 10 ans. Le 7 novembre 1997, Stranieri et Frédéric Adman signent devant notaire un bail de gérance et une promesse de vente. 5 jours plus tard, Stranieri achète une carabine Vandolon Rifle, un silencieux et une lunette de visée sous une fausse identité. Curieusement, le lendemain, Frédéric et Nathalie disparaissent. Plus personne ne les reverra. Chez eux à Bordeaux, Claude et André Girard, les parents de Nathalie, ne croient pas à une disparition soudaine de leur fille. Leur problème avec la justice commence ici. Le premier grief, ça a été de mettre nos vies en danger parce qu'on n'a pas voulu nous entendre et ne pas avoir voulu ouvrir d'enquête préliminaire et encore moins une enquête judiciaire diligentée par le parquet. Il lui fallut à cette époque-là que j'arrive en disant « Ma fille a été assassinée, elle est morte. » Et puis, qu'est-ce qu'on m'aurait dit en face? Vous avez des preuves? C'est bien beau de dire qu'un conjoint, une victime, son enfant est mort, mais si vous n'arrivez pas avec la tête de votre enfant sous le bras, on ne vous croit pas. Ils remplissent auprès des autorités compétentes une recherche dans l'intérêt des familles, mais en vain, personne ne s'y intéresse. D'autres constatent les errements de l'institution judiciaire. C'est pas seulement une question de bonne volonté, c'est qu'il n'y avait pas motif. On ne pouvait pas, dans les circonstances telles qu'elles existaient à ce moment-là, faire une enquête judiciaire parce qu'il n'y avait pas de motif qui permettait d'ouvrir une enquête judiciaire. Florence Rolt, l'avocate des parents de Nathalie, s'explique. Dans cette histoire, il est vrai que c'est assez terrifiant de se dire que malgré les sonnettes d'alarme qui ont été tirées, il ne va rien se passer pendant des mois. Claude Girard écrit au procureur de la République d'Évry. Il n'aura jamais de réponse. La raison surprend. C'est pas parce qu'on écrit au procureur de la République que le courrier qu'on envoie arrive sur le bureau du procureur de la République. Pour qu'un courrier arrive sur mon bureau, il fallait qu'il soit adressé à M. Davnas, procureur de la République, ce qui a été le cas lorsque M. Girard a personnalisé son courrier. Sinon, avant, le courrier qu'il adressait au procureur de la République était traité d'une façon anonyme et banale par les services de mon parquet, par le service de police auquel on s'était adressé.
La justice est sourde à l'appel des parents de Nathalie. Votre fille est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Le sourire de Nathalie donne de l'énergie à son père. Il décide de mener sa propre enquête. Il recueille le témoignage de la voisine de Frédéric Adman. Le soir du 13 novembre, Madame Derdelais, qui était une femme âgée, curieuse, mais qui avait toute sa tête, elle est inquiète. Il y a un nouveau voisin. Quels sont ces gens? Elle sort, sous prétexte d'aller faire prendre l'air à son chien, elle va dans le jardin. Et elle voit quelqu'un dans le jardin de l'auberge. Les jardins sont mitoyens. Et elle interroge. Qu'est-ce que vous faites? Et on lui répond, on creuse une piscine. Et nous sommes le 13 novembre. Et Adman était vivant le 13 novembre au matin. Et ma fille aussi. Ces recherches sont fructueuses. Stranieri se fait passer pour Adman. Les entrepreneurs contactés par Stranieri pour des travaux dans la discothèque le confirment. Claude Girard retourne au commissariat d'Athis-Mons. Il a plus de chance que d'habitude, car une policière l'écoute. Il y a une petite policière d'Athis-Mons, je crois, qui dit dans son PV adressé au parquet, bon, manifestement, Stranieri usurpe l'identité d'Adman. C'est tout, puis ça sera classé sans suite, ça s'arrête là. Un coup d'épée dans l'eau. Claude Girard ne renonce pas. Il continue ses allers-retours entre Bordeaux et Viry-Châtillon. Il reconstitue le puzzle. Stranieri utilise les chéquiers de Nathalie et de Frédéric. Il se sert sur leurs comptes bancaires respectifs. Monsieur Girard a apporté des éléments probants, des chèques notamment, qu'il a détenus et qui, pour lui, n'étaient pas signés par sa fille. Ça aurait mérité d'être vérifié. Ça aurait dû être vérifié. Ne serait-ce que sur l'aspect du faux. Claude Girard écume tous les commissariats de l'Essonne dans l'espoir de trouver le bon interlocuteur. Ses coups de gueule répétés finissent par exaspérer les policiers. Je vais à Montgeron en disant, écoutez, j'ai des éléments pour cette histoire, je voudrais être reçu, je voudrais refuser, monsieur. Et puis on me dit, si vous insistez, on va vous virer. Claude Girard ne parvient pas à convaincre les policiers. Jérôme Glaise, journaliste au Parisien, s'intéresse à cette affaire depuis le début. Claude Girard lui confie ses craintes. Le journaliste recueille un peu plus tard les confidences des enquêteurs. Ils disent ah oui, on le connaît, lui, ça fait des mois et des mois qu'il nous court après, il vient nous voir. Et donc je comprenais clairement qu'il est fatigué. Il voulait absolument secouer les enquêteurs, secouer les policiers en leur disant mais recherchez-les, vous faites rien, il n'y a pas d'enquête, je vous mets les preuves sous le nez, je vous montre des chèques, c'est pas la signature de ma fille, vous n'en faites rien, vous ne faites aucune investigation. Donc il faisait littéralement le siège de la police et de la gendarmerie à l'époque. En décembre 1998, Simon Cohen passe une annonce dans la centrale des particuliers. Il vend sa Jaguar. Stranieri le contacte sous l'identité de Frédéric Adman. Les deux hommes conviennent d'un rendez-vous dans la boutique de Simon Cohen. Il vient à la boutique un samedi après-midi. Simon Cohen, j'allais dire naïvement, mais normalement, lui montre le véhicule, lui en donne le prix. Stranieri, et c'est un des pièges psychologiques, ne discute pas le prix, il dit cette voiture me plaît, je l'achète au prix que vous en voulez. Simon Cohen ne veut pas de mauvaise surprise, il exige une garantie. Stranieri sort un chéquier qui est le chéquier de la personne qui a tué Frédéric Adman et veut faire l'opération immédiate. Et le réflexe de Simon Cohen, puisque c'est un commerçant, est de lui répondre, mais écoutez, pouvez-vous m'apporter un chèque de banque? Et on fait l'opération immédiatement. Début janvier, les deux hommes se retrouvent à la station-service de Pont d'Orly. Stranieri prétexte un retard de son banquier pour demander à Simon Cohen de le suivre au New Love. Sans méfiance, Simon accepte. Arrivé au New Love, Simon Cohen s'impatiente poliment en ne voyant pas le banquier. Stranieri l'invite à visiter la discothèque qui se situe au sous-sol. Le piège se referme sur Simon, qui ne se doute pas de ce qui l'attend. Alfredo met un fond de musique, allume une boule à facettes avant d'éteindre l'éclairage principal. Simon Cohen trouve cela grotesque, mais le pire reste à venir. Stranieri se saisit d'une arme. Simon Cohen devient sa cible. Il se retourne, il me sort un fusil,
et il commence à tirer sur moi. Une première balle dans la poitrine, une deuxième dans l'abdomen, une troisième dans le bras gauche. J'ai senti des brûlures me transpercer et pour moi, je rentrais dans un cauchemar. Simon Cohen doit s'échapper de cette souricière. Stranieri a pris soin de verrouiller toutes les portes d'accès. Un rayon filtre de l'extérieur. Simon se met à courir dans cette direction. C'est un escalier qui donne vers la cuisine. Dans la cuisine, une porte. Simon l'ouvre. Il descend un autre escalier et se retrouve dans un petit jardin. Devant lui, un muret. Dans une énergie incroyable, il l'escalade. Simon s'écrase comme une masse dans le jardin des Lamour, un couple de retraités. Il les supplie de l'aider. Immédiatement, M. Lamour appelle les secours. Stranieri n'avait pas prévu ça. C'est avec beaucoup de chance que l'affaire Cohen va rater. C'est par le dossier de Simon Cohen qu'on a pu aboutir à toute cette tragique histoire des victimes avant Simon Cohen et des victimes après Simon Cohen. Simon Cohen s'en sort par miracle. Alfredo Stranieri prend la fuite. Sur place, il laisse une pièce à conviction, la 22 long rifle. Une information judiciaire est ouverte pour élucider la tentative d'homicide dont a été victime Simon Cohen. Simon Cohen survivant, Alfredo Stranieri doit se faire oublier. Il effectue des réparations sur sa voiture qu'il paye avec un chèque au nom de Hadman. Sa cavale commence. Au nez et à la barbe des policiers, Stranieri donne rendez-vous à sa femme sur un parking. Elle lui apporte des vêtements et de l'argent retiré avec la carte de crédit de Nathalie Girard. Stranieri est en cavale, l'enquête judiciaire se poursuit au tribunal d'Évry et fidèle à sa tactique de prédateur de personnes un peu crédules, Stranieri va finalement voir une annonce de la vente d'une auberge dans le Midi qui s'appelle La Bourriade. Stranieri traverse toute la France. Il doit se refaire. Pour ça, il a tout prévu. Il profite d'une halte chez son frère Mario pour lui subtiliser ses papiers d'identité. Dans le sud, Alfredo devient Mario. Sa cavale se poursuit. Le tueur de Viry-Châtillon n'a plus d'argent. Il envisage un nouveau coup. Et comme d'habitude, il parcourt les petites annonces des particuliers. À la rubrique des professionnels, il tombe sur une offre alléchante dans un hameau de l'Aveyron, à Baie-de-Naussac. Une demeure charmante tenue par Nicole Rousseau. L'auberge est vendue 4 millions de francs, 610 000 euros. Mario Alfredo ne discute pas le prix. Début avril, c'est tout naturellement qu'il s'installe dans une dépendance de la Bourriade. Nicole et Claude trouvent leur acheteur sympathique. Surtout, ils ne veulent pas le perdre. L'auberge n'est pas facile à vendre. Et très vite, tout le monde le connaît. Patricia Holderbach, journaliste à Centre Presse, a beaucoup investigué. Stranieri s'est promené au grand jour pendant plusieurs jours aux côtés de Nicole Rousseau et de Claude Mouly. Il a été présenté officiellement comme le repreneur, présenté à tout le monde. Et personne n'a eu de doute en fin de compte. Stranieri, il n'est pas arrivé brutalement à la Bourriade. Il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, des gens partent, un autre est là. Il est rentré dans le paysage pour devenir presque naturel. Puis quand les gérants sont partis, ça a étonné personne qu'il soit là. Loïc Vellerbu, directeur de l'Institut de criminologie de Rennes 2, confirme l'attitude de Stranieri. Il a un art manifeste de séduire. Il a l'art manifeste de trouver les mots, les gestes, les postures, les comportements qui permettent à l'autre de se trouver rassuré. C'est un personnage qui peut être chaleureux, au moins superficiellement. Le 9 avril 1999, une promesse de vente est enregistrée chez le notaire de Cap-d'Enac. Les premières fois, Stranieri s'est présenté à l'étude du notaire capdenacois en compagnie de Nicole Rousseau et Claude Mouly. Après, il est allé tout seul, ce qui a aussi éveillé les soupçons, parce que les actes n'étaient pas signés, en fait.
À l'issue de la signature, Stranieri prétend avoir remis en main propre à Nicole Rousseau un chèque de 200 000 francs. Et ce chèque ne sera pas retrouvé. Quatre jours après, Nicole a une conversation téléphonique avec sa sœur. Elle lui confie que Stranieri veut la payer en bons du trésor anonyme. Sa sœur lui conseille la prudence. Nicole promet d'appeler sa banque. À partir de ce jour, Nicole et Claude ne donnent plus de nouvelles à personne. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Le soir même, Stranieri demande à sa femme de louer une camionnette pour lui descendre quelques affaires restées au New Love. Elle fait le déplacement accompagnée d'un ami. Sa famille était venue à la Bourriate, avait résidé quelques jours, un week-end à la Bourriate, mais elle n'habitait pas là en permanence. Elle envisageait, tout était préparé pour que sa famille puisse venir résider avec lui dans l'auberge. Les proches s'inquiètent rapidement du silence de Nicole et Claude. Stranieri, lui, joue le scénario du train sur le quai d'une gare. Comme à Viry-Châtillon, quelqu'un n'y croit absolument pas. C'est Corinne Mouly, la fille de Claude. Elle décide de descendre dans l'Aveyron. Tout le long de la route, elle pressent qu'il est arrivé quelque chose à son père. Corinne Mouly a perdu son père, qui a lui aussi mystérieusement disparu du jour au lendemain. Et elle le recherche. De la même manière, il disparaît sans donner de nouvelles, alors qu'il est très proche de sa fille, que l'un et l'autre ne font qu'un, qu'ils se donnent des nouvelles tout le temps, qu'ils font tout ensemble, que ni l'un ni l'autre ne va prendre une décision sans avertir qui son père, qui sa fille. Et du jour au lendemain, tout s'arrête sur le quai d'une gare. Il a soi-disant pris un train et il n'est nulle part et il ne reviendra pas. Corinne s'aperçoit que son père est parti sans son traitement médical journalier indispensable. Corinne Mouly, effectivement, elle fait partie des gens qui ont fait naître ce sentiment qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Corinne raconte la disparition de son père et de sa compagne. Elle cite le nom de Stranieri. Aucune réaction des policiers qui restent indifférents à ce dernier détail. Pourtant, Stranieri est recherché comme témoin dans la tentative d'homicide de Viry-Châtillon. Corinne est invitée à remplir un formulaire de recherche dans l'intérêt des familles. Désespérée, elle appelle 20 fois, 30 fois son père. Pas de réponse. Ça ne lui ressemble pas. Rongée d'angoisse, elle reprend la direction de Bèze de Naussac. Là, elle s'installe dans la maison de son père, juste en face de l'auberge. Toute la journée, elle traque Stranieri, au risque de mettre sa propre vie en danger. Elle a cherché son père absolument partout, y compris en allant dans un centre d'équarrissage de la région, en escaladant les tas de carcasses animales, en espérant y trouver la trace de son père. Est-ce que vous imaginez un petit peu l'état d'esprit dans lequel elle est à ce moment-là? Elle tape à la porte de la Bourriate et elle pose des questions. Elle tente de piéger Stranieri. Le face-à-face est terrible. Nullement déstabilisé, Stranieri ment de manière éhontée. Alfredo Stranieri sait très bien dire à ses interlocuteurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc il leur explique qu'ils sont partis probablement refaire leur vie, pourquoi pas en Afrique du Nord ou ailleurs. Voilà. Donc c'est vrai que dans un premier temps, les enquêteurs ne déclenchent pas, on va dire, des recherches extraordinaires. Il pense toujours par scénario, et que son mode opératoire, c'est toujours du scénario. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un calcul fin et très précis du scénario, mais il pense toujours dans cette capacité qu'il a à mettre l'autre à une place particulière. Il lui donne un rôle dans un scénario. Et le rôle dans un scénario qu'il lui donne, ben, c'est le rôle que l'autre attend. Hein, et de cette manière, il peut pousser le bouchon toujours un peu plus loin. À la fin du mois de mai, le notaire de Capdenac s'inquiète à son tour. Nicole ne s'est pas présentée pour la signature définitive de l'acte de vente. Pendant ce temps, Stranieri manigance une vente sous seing privé en toute légalité. En juin, il est officiellement le propriétaire de la Bourriate.
Après plusieurs semaines, Corinne Mouly finit par intriguer les gendarmes, surtout quand elle leur apprend que le dénommé Mario s'appellerait en fait Alfredo Stranieri. Le 7 juillet 1999, les gendarmes décident de vérifier l'identité de Stranieri. On décide de convoquer Stranieri à la brigade locale, à la brigade de gendarmerie locale, pour faire une vérification d'identité. C'est une procédure, on a 6 heures en fait pour établir l'identité de la personne, en tout cas prouver que ce qu'elle présente comme document d'identité est faux, ou en tout cas ne correspond pas à elle. Et là, on comprend alors que celui qui se fait appeler Mario Stranieri, en fait, est Alfredo Stranieri. Alors on n'en a pas la preuve parce que Stranieri, dans l'Aveyron, a exhibé une carte d'identité au nom de Mario, qui colle, qui va bien, même âge, la photo à peu près ressemblante, etc. En attendant d'avoir l'information sur l'identité de Stranieri, les gendarmes l'interrogent sur la disparition du couple d'aubergistes. C'est là que l'enquête démarre et qu'on cherche à savoir si celui qui se présente comme étant Mario Stranieri, issu de Marseille, n'est pas Alfredo Stranieri, qui avait déjà tenu une discothèque avec des gérants précédents qui ont disparu brutalement. La fausse identité est établie. Alfredo Stranieri est placé en garde à vue. Il s'avère que ce n'est pas Mario Stranieri, c'est Alfredo Stranieri, et quand on passe Alfredo Stranieri au fichier de la police, on trouve qu'il était impliqué dans une fusillade dans son établissement à Viry-Châtillon. Jérôme Glaise, le journaliste du Parisien, a vent de l'information. Il en profite pour orienter les gendarmes sur l'étrange affaire des disparus de Viry-Châtillon, qui présente des coïncidences avec celle de la Bourriate. Ce en quoi mon rôle a consisté, ça a été de signaler très tôt aux gendarmes de l'Aveyron qu'il y avait une autre affaire de disparition inquiétante en région parisienne, ce qu'ils ne savaient pas. C'est en ça que ça a permis d'accélérer un peu le mouvement. Et du coup, j'ai appris aux gendarmes de l'Aveyron beaucoup de choses sur ce qui s'était passé en région parisienne, des choses qu'ils ne savaient pas, qu'ils auraient fini par apprendre en poursuivant leur enquête. Mais le temps de l'enquête judiciaire est plus long que le temps de l'enquête journalistique, évidemment. On cherche à en savoir un petit peu plus sur d'autres domaines. Il montre l'acte d'achat de la Bourriate, etc. Il se trouve qu'on peut comparer les signatures des vendeurs avec d'autres documents et que les signatures ne correspondent pas. La garde à vue est prolongée. François-Xavier Berger, avocat du barreau de Rodez, va assurer la défense de Stranieri. Cette affaire est arrivée tout à fait par hasard puisque j'ai assuré une permanence pénale et on m'a demandé d'aller assister une personne qui était placée en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Cap-de-Nac. Et là, on m'a présenté donc une personne qui s'appelait à l'époque donc Mario Stranieri et qui était soupçonné d'avoir commis des escroqueries. Face aux questions des enquêteurs sur la disparition de Nicole Rousseau et de Claude Mouly, Stranieri n'en démord pas. Le 12 avril 1999, il les a déposés à la gare. Quand les gendarmes posaient la question à Alfredo Stranieri, ils disaient mais ils sont partis. Je les ai emmenés à la gare de Figeac. Une autre fois c'était ah mais non je les ai emmenés à la gare de Brive. Et la troisième fois c'était à la gare de Cap-de-Nac. Après ils étaient partis en cure. Après ils avaient le sida. C'est étrange toutes ces disparitions sur le passage de Stranieri. Voilà 20 mois que Claude Girard remue ciel et terre sans réaction. C'est vrai que Claude Girard, tout comme Corinne Mouly, se battent un peu contre des moulins à vent hein, quand ils s'aperçoivent que leur proche a disparu et qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ont intimement perçu qu'il se passait quelque chose d'anormal puisque effectivement on a un père très lié à sa fille, on a une fille très liée à son père et des deux côtés il n'y a jamais de blanc. Il n'y a jamais de silence, il n'y a jamais de temps mort. Donc forcément, cette disparition est suspecte. Sommé de répondre aux gendarmes, Stranieri s'impatiente. Stranieri, il est extrêmement arrogant. Qu'est-ce que c'est? Des gendarmes de province qui viennent m'inquiéter à moi, qui est mon passé, qui investit pour faire vivre une région, etc. Donc il a un culot phénoménal, et puis assez méprisant à l'égard de l'autorité publique, de l'autorité des gendarmes. Les investigations sur les conditions de la vente de la Bourriate avancent. Une chose est sûre, c'est que Stranieri, il n'avait pas l'argent pour acheter cette auberge. Donc forcément, il devait faire un faux. C'est donc qu'il
pensait évidemment se débarrasser des anciens gérants après que la vente soit réalisée. Dans la nuit du 18 juillet, à Bordeaux, Claude Girard, qui suit pas à pas l'avancée de l'enquête sur Stranieri, a un flash. Et je sais où ils sont. Parce que l'année précédente, à force de planquer, de chercher, de gratter, de regarder la nuit, le jour, j'avais remarqué une bâche dans le jardin, dans le jardinet. Une bâche sur le sol, à plat, avec des cailloux tout autour. C'est pas normal. C'est un détail. Un détail essentiel. Et quelques temps après, j'avais vu du gazon. Alors imaginez un carré de gazon de 3 mètres de côté dans un jardin à l'abandon, plein d'herbes folles. Ça colle pas. Jusqu'au lever du jour, Claude voit les heures défiler sur la pendule. À 7 h du matin, il appelle le journaliste du Parisien. Dans le taxi, mon téléphone portable sonne au moment où j'arrive à Orly. Et c'est le père de Nathalie Girard que j'ai au bout du fil, que j'avais pratiquement tous les jours, plusieurs fois par jour, depuis plusieurs jours. Et il me dit, je sais au mètre près où se trouve le corps de ma fille et celui de Frédéric Hellman. Et il faut que vous mettiez en contact avec les enquêteurs. Devant le désarroi de Claude Girard, le journaliste cède. Je leur dis, je sais où ils sont enterrés. J'ai dit, vous mettez le dos au portail, vous avez la porte du garage en face, et à gauche, vous avez une porte qui donne dans le jardinet. Je dis, ils sont à 1 mètre, là, à droite de la porte. Elle me dit, oui, mais on ne peut pas rentrer, c'est une propriété privée. Alors là, évidemment, je ne me souviens plus, mais ça fait longtemps qu'ils ont oublié, ils en entendent d'autres, mais je les ai traités de tous les noms. Le père de Nathalie est à bout. Il n'en peut plus. Il menace de faire le sale boulot lui-même. Si vous ne venez pas les chercher, j'y vais moi-même. Je suis chez moi, dans le sud-ouest de la France. Je prends ma voiture, je monte sur Viry-Châtillon. Dans mon coffre, j'ai une pelle et une pioche. Et j'irai moi-même déterrer le corps de ma fille et de son ami. Après la menace du père de Nathalie, la communication remonte très vite jusqu'au procureur d'Évry. Le procureur de la République de l'époque, qui s'appelait Laurent Davenas, a eu peur, et ça je l'ai appris par la suite, que le père de Nathalie Girard, effectivement, fasse ses recherches en compagnie de journalistes qui plus est. Il pensait que les journalistes étant au courant de ça, ils allaient venir filmer les opérations dans le jardin de l'auberge, de la boîte de nuit de Viry-Châtillon. Voilà pourquoi le procureur a trouvé cet artifice juridique, puisqu'il n'y avait absolument aucune raison juridiquement a priori d'aller fouiller dans ce jardin, d'une perquisition dans le cadre de l'enquête sur la tentative de meurtre de M. Cohen dans le sous-sol de la boîte de nuit. La version du procureur est loin d'être celle du père de Nathalie Girard, qui affirme n'avoir jamais rencontré Laurent Davenas avant la découverte des corps. Je rencontre ce monsieur très remonté, on pouvait le comprendre. Je trouvais qu'il avait des accents de sincérité, donc je décide de m'intéresser à lui, à ce qu'il me racontait. J'appelle le directeur de la police judiciaire de Versailles, je lui fais part de l'entretien que j'ai eu avec M. Girard et je lui dis, tiens, j'ai envie que nous allions ensemble voir ce qui se passe dans cette discothèque et notamment fouiller le jardin. Dès l'annonce de l'interpellation de Stranieri début juillet, Claude Girard va à la rencontre de Corinne Mouly. Dès qu'il a eu connaissance de l'arrestation de Stranieri par mon intermédiaire, Claude Girard est donc allé dans l'Aveyron. Il a rencontré les familles des disparus de l'Aveyron. Ils ont comparé pendant une nuit entière leurs récits. Ils se sont rendus compte que Alfredo Stranieri leur racontait le M. Bobard quasiment mot pour mot. Puis il a fallu d'une certaine manière aussi qu'ils s'allient tous les deux, qu'ils finissent par se rencontrer, qu'ils finissent par échanger et qu'ils fassent presque le travail des enquêteurs. Et donc ils ont compris évidemment que la situation était très grave. Et à ce moment-là, ils ont compris, toutes ces familles ont compris qu'ils ne reverraient plus leurs proches. C'est le 19 juillet que Stranieri est transporté par les gendarmes sur le site de la Bourriade pour tenter de trouver des indices. Pourquoi pas les corps de Nicole et de Claude? La gendarmerie déploie les grands moyens, hélicoptères, chiens, une cinquantaine de gendarmes et des techniciens de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.
Et on cherche, on sonde, on fait venir des chiens, on fait, etc. C'est un petit peu difficile et après pratiquement 2 jours d'investigation, on n'a toujours pas trouvé ce que nous cherchions. Et puis on n'a pas trouvé de preuves non plus d'actes de violence commis contre les anciens propriétaires de la Bourriate. Tout s'emballe. À vive allure, Claude Girard roule vers Viry-Châtillon. Il ne décolère pas. Les enquêteurs de la brigade de recherche d'Evry l'ont pris encore une fois pour un fou. Et pourtant... Les gendarmes viennent d'annoncer la nouvelle à ce père. Claude Girard vient peut-être de découvrir ce qu'il recherchait depuis presque 2 ans, une trace de sa fille et de son ami, disparue depuis fin 97. Claude Girard arrive en fin de matinée à la discothèque. En voyant le quartier sécurisé, envahi de véhicules de la gendarmerie, il comprend. Après l'attente insoutenable, voilà l'innommable. Quand je suis arrivé à Viry-Châtillon, quand même, il m'avait pris au sérieux. Et là, dans le jardinet, on avait creusé. Et ce que j'ai vu ce jour-là, jamais je l'oublierai. Les côtes décharnées de la poitrine de Hahnemann et le crâne de ma fille, à moitié dégarni. Et c'est cette image du petit trou dans la tête de ce crâne dénudé. Ça pouvait pas être ma fille, ça pouvait pas être la belle fille blonde de 30 ans. Un cadavre qui est resté 20 mois dans la terre, un bras en l'air qui n'a plus de main. Et cette odeur. Les cadavres de Nathalie et Frédéric sont dirigés vers l'Institut médico-légal pour des autopsies. Il était à la recherche de sa fille, il avait constaté que la terre a été fouillée. Pendant ce temps, le procureur de la République tient une conférence de presse. En voyant cela, la colère de Claude Girard redouble. Hors caméra et micro, il explose. Il s'en prend violemment à Laurent Davenas, ce magistrat qui n'a pas daigné répondre à son courrier ni le recevoir. Le procureur se justifie. Ça a été traité au début, ce drame, d'une façon tout à fait routinière. Cette série de dysfonctionnements, elles ont eu comme conséquence la tentative d'assassinat sur la personne de M. Cohen, qui est extrêmement grave. Et encore plus grave, les 2 assassinats de l'Aveyron. Parce que si on avait serré Stranieri dans l'année 98, c'est pas dans les premiers mois, dans les 15 jours, c'est toute l'année 98. Et on pouvait le faire. C'est M. Girard qui, à partir des informations qu'il recevait, des idées que cela faisait germer en lui, a trouvé en fait, le cadavre de sa fille et le cadavre du compagnon de sa fille. Le procureur, quant à lui, campe sur ses positions. Il aurait toqué à ma porte, je l'aurais reçu. Je suis comme ça, je l'aurais reçu, donc on aurait gagné du temps. Dans l'Aveyron, après 2 jours de recherche vaine, la découverte macabre de l'Essonne va tout changer. Devant cette information, Stranieri reste toujours impassible. Et le lendemain, on commence des investigations également avec un engin de chantier, mais sans aller chercher, en analysant le terrain, c'est-à-dire en voyant où la terre avait été fraîchement. C'était presque 4 mois, mais où il y a des pousses récentes, etc. Tous les médias sont là. Les gendarmes s'agitent dans tous les sens. L'ambiance est sulfureuse. Il y avait une espèce de plate-bande devant l'auberge où il y avait des fleurs qui avaient été fraîchement plantées. Et ils ont décidé de creuser là. Et le premier coup de pelle, il y a eu un grand cri. Et c'est là qu'on a découvert les corps de Nicole Rousseau et Claude Mouly. Puis rapidement, dans l'après-midi, vers 16 ou 17 heures, en grattant avec l'appel du bulldozer, on a découvert les cadavres. Et Stranieri était présent à ce moment-là. Et c'est le seul moment de toute l'enquête où je l'ai vu frémir. Je ne sais pas ce qui l'a fait frémir, si c'est lui-même et sa propre faute, ou si c'est le fait de voir des cadavres, cette odeur, ces cadavres, etc. Là. Et là, il y a eu... j'ai perçu une émotion dans le regard de Stranieri. Je ne sais pas à quoi elle était due, mais j'ai perçu une émotion. Alors que depuis le début, c'était un homme complètement froid, absolument aucun sentiment n'apparaissait sur son visage. Là, une émotion. L'avocat de Stranieri, supposé défendre un escroc, assiste à la scène. Le silence qui a tenu, on ne peut pas déduire de ce silence une quelconque participation de M. Stranieri aux faits qui lui sont reprochés. À ce moment-là, j'ignorais tout de l'ampleur future de ce dossier.
Aussitôt, Stranieri est emmené. Il va falloir qu'il s'explique. Il nie tout en bloc. Les meurtres de Viry-Châtillon et ceux de l'Aveyron. Il aura des explications à donner puisqu'il était, il est une des dernières personnes à avoir vu ces personnes. Stranieri est conduit au parquet de Rodez où il doit rencontrer un juge d'instruction. Il déclare à son avocat sa vérité. Je n'ai rien à voir avec la présence de ces corps dans le jardin de mon établissement. Je suis désolé pour ces victimes, mais ce n'est pas moi qui les ai tués. Corinne Mouly a assisté à toutes les investigations. Elle est plongée dans un état de torpeur. Elle, qui n'a jamais cru au départ de son père. Dans cette affaire, quand vous savez que Corinne, cherchant son père, est allée gratter la terre avec ses ongles parce qu'elle voulait savoir s'il était enterré à cet endroit de la Bourriate, c'est quand même une scène hallucinante. Corinne Mouly ne pensait pas être si près de la sordide réalité. Claude Girard et Corinne Mouly avaient vu juste. Le départ de leurs proches n'était pas volontaire. Le temps de la justice a sonné. La machine judiciaire se met enfin à fonctionner. Stranieri est inculpé pour assassinat, tentative d'assassinat, escroquerie et recel d'escroquerie, détention d'une arme de 4e catégorie, d'obtention indue de documents administratifs, émission de chèques bancaires malgré une interdiction bancaire. L'enquête et instruction vont durer plus de 2 ans. L'affaire Stranieri, c'est plus de 50 kilos de dossiers répartis en 18 volumes. Stranieri aura usé 4 juges d'instruction sans avouer. Pendant toutes les années d'instruction, à chaque interrogatoire, le juge d'instruction, que ce soit le juge d'instruction de Rodez ou le juge d'instruction d'Evry, nous avions toujours la même question qui était posée. C'était « Monsieur Stranieri, avez-vous tué Nicole Rousseau? Avez-vous tué Claude Mouly? Avez-vous tué M. Adman? Avez-vous tué Nathalie Girard ?» Et la réponse était systématiquement « Non, je ne les ai pas tués. » Quand on l'interroge sur la tentative d'homicide de Simon Cohen, il répond que c'était de la légitime défense. Qu'il n'a pas pu nier, c'est que à la fois le 22 long rifle était son arme, qu'on ne lui avait jamais volé, que les balles étaient bien les mêmes que celles avec lesquelles il avait tenté d'assassiner Simon Cohen, et surtout que ce qui est extrêmement révélateur de ses agissements crapuleux, c'est que dès qu'il avait signé chez le notaire la promesse d'achat du New Love, il s'était rendu avec un faux nom chez un armurier pour acquérir ce fameux 22 long rifle. Donc, il y avait la preuve de sa préméditation. Si Nathalie et Frédéric ont été abattus avec le 22 long rifle, en revanche, les circonstances du double crime de l'Aveyron restent inconnues. Comment ont-ils été tués? Par des coups portés à la tête, par un objet contondant, comme on dit, c'est-à-dire un objet lourd qui fracasse. On n'a jamais pu établir réellement le scénario des meurtres. Ce qui arrange bien les défenseurs de Stranieri. Nous ne savons pas où elles sont mortes. Nous ne savons pas comment elles sont mortes. Et nous ne savons pas avec quelle arme elles ont été tuées. L'arme des crimes de la Bourriate n'a été ni identifiée ni retrouvée. Mais il n'empêche que les dysfonctionnements judiciaires accumulés posent un vrai problème. Les enquêteurs auraient dû voir une connexion entre les 3 affaires. Alors on peut effectivement se poser la question, pourquoi finalement on n'a pas pu l'arrêter plus tôt après la tentative d'assassinat sur Simon Cohen, ce qui aurait peut-être évité, c'est terrible à dire, mais peut-être l'assassinat de M. Mouly et de Mme Rousseau avec l'auberge dans le Midi de la Bourriade. Oui, on peut se demander pourquoi on n'a pas réussi à faire le lien entre ces 2 affaires. Alors, c'est vrai que c'est dommage quand on apprend que derrière, il s'est passé quelque chose. Stranieri a-t-il commis ces crimes tout seul? Toute la famille de Stranieri a mené la grande vie. 10 ans après les faits, la question demeure. Il avait pris l'habitude quand même d'un certain train de vie.
Il fallait qu'il entretienne sa femme, il fallait qu'il entretienne sa maîtresse. Il voulait pouvoir partir en vacances. Donc tout ça, il fallait bien qu'il trouve de l'argent pour ça. Ce que l'on sait, c'est que il ne peut pas se percevoir autrement que comme indépendant, patron et capable de rapporter de l'argent. Ce qui veut quand même dire que dans le milieu, dans son environnement proche, l'argent est une valeur sûre, par le faire-valoir que ça peut lui apporter. Anne-Marie Park, la femme de Stranieri, est directement concernée, puisqu'elle a fait des chèques et emprunté le nom de Nathalie Girard. Elle a utilisé la carte d'identité et le carnet de chèques de ma fille. Elle va poser sa photo sur la carte d'identité de ma fille, et elle a le carnet de chèques de ma fille. La femme de Stranieri va de plus en plus loin. Quand Stranieri lui fait un chèque tiré sur le compte d'Annemann, elle s'inquiète pas. Quand dans l'Aveyron, Stranieri lui donne des bijoux de Madame Rousseau, s'inquiète pas. Elle les porte au bijoutier pour les faire fondre, pour se faire des bails, parce qu'elle aime l'argent, Madame Stranieri. Anne-Marie Park s'arrange de la réalité des faits. Si elle ne savait pas qu'il tuait ses victimes, au minimum, elle savait qu'il les dépouillait. Il faut quand même avoir un sacré tempérament pour être capable d'utiliser les affaires des autres, l'échiquier encore, mais porter les vêtements, utiliser un sac, finalement utiliser des objets très personnels ayant appartenu à des gens dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et bien tout ça, ça ne l'a pas gêné un seul instant. On peut se poser la question, à qui profite le crime ? L'environnement, le quotidien, familier, est aussi à voir et à comprendre comme un pouce au crime. Mais pas forcément un pouce au crime au sens de je pose un acte délictuel, mais un pouce au crime au sens où ce que j'attends de toi, c'est que tu réalises ce que je veux. Quand un environnement ne dit rien, il ne fait pas obstacle et continue à engranger les bénéfices de la situation. Les enquêteurs n'ont pas cru à la naïveté de la femme de Stranieri. Quelque part, on se dit qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir compris, à défaut de savoir, ne pas avoir compris que son mari avait commis des crimes et se trouvait brutalement propriétaire alors qu'elle savait qu'il n'avait pas d'argent, qu'il avait... c'était impossible, quoi. Ou alors, elle ne réfléchit pas et elle prend les choses en les avalant sans aucun esprit de contrôle, sans aucune interrogation. Anne-Marie Park a fait 15 mois de préventive à Fleury-Mérogis pour complicité d'assassinat. Ne reste que des poursuites pour escroquerie. Elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel et en février 2003, c'est en qualité de témoin qu'elle comparaît à la cour d'assises d'Évry. Alfredo Stranieri comparaît devant la cour d'assises. Le procès va durer 10 jours et il est seul dans le prétoire. Les Stranieri ont divorcé. L'ex-épouse de Stranieri n'est pas à ses côtés dans le box, quoi. Certains se poseront souvent la question pendant le procès, pourquoi elle n'est pas à ses côtés? Parce qu'elle l'a aidé quand même. L'ex-épouse de Stranieri, j'en garde un souvenir très précis parce que cette femme est venue déposer aux assises avec, en tout cas c'est ce que j'en ai pensé, avec un toupet, un culot monstre. Non, je ne savais rien quand elle avait falsifié des chèques, quand elle allait jusqu'à apposer sa photo à la place, quand elle allait mettre sa signature sur des papiers qu'elle savait qu'ils avaient été volés. L'attitude de Anne-Marie Park laisse perplexe. Pendant le procès aux assises, on voit la femme d'Alfredo Stranieri qui vient témoigner. Et en fait, elle manifeste une espèce de détachement. À l'époque, elle est déjà séparée d'Alfredo Stranieri, elle a fait une procédure de divorce. Et en clair, elle dit non, moi j'étais au courant de rien, je me suis douté de rien, j'ai rien remarqué, non. La femme de Stranieri prétend mal connaître son mari. On voit arriver à l'audience une femme totalement froide, totalement murée, dans ce sentiment qu'elle n'est responsable de rien. Difficile de la croire puisqu'on sait par le témoignage d'une voisine que le soir du double meurtre du New Love, toute la famille Stranieri avait fait la fête. Toute la soirée, n'est-ce pas? On explique à tout le monde et on fait la fête. On fait la fête. Il les a tués en fin de matinée et début d'après-midi. Il les a enterrés dans la soirée et le soir on sable le champagne. Avec toujours avec son épouse et sa fille.
On pique-nique dans le jardin, on pique-nique où ils sont enterrés, on saucissonne sur les tombes. Elle ne sait pas, elle se rend compte de rien. Pour Corinne, la fille de Claude Mouly, et pour les parents de Nathalie, le mépris d'Anne-Marie Park est intolérable. Finalement, ils s'aperçoivent que Stranieri, il n'était pas si mal marié que ça, parce qu'il était avec une épouse qui lui ressemblait un peu. Face aux questions précises de la Cour, elle les récuse. Alors on lui demande, les avocats des parties civiles, le président, le procureur, tout le monde lui demande, mais cet argent que vous aviez alors que votre mari n'avait quasiment pas de travail, pas d'occupation, la boîte de nuit de Viry-Châtillon par exemple marchait très mal, mais d'où est-ce qu'il sortait cet argent quand vous partiez en vacances, il payait avec une carte bancaire, ça vous intriguait pas? Ah non, 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 bah, il avait sa vie par ailleurs, il faisait ses affaires, pas toujours très honnête, mais enfin bon, voilà, il ramenait des sous à la maison et c'était l'essentiel, voilà. Les réponses d'Anne-Marie Park n'auront convaincu personne. Quant à lui, Stranieri ne laisse pas sa place vide. Devant la cour d'assises, il a la même insolence que durant l'enquête. C'était une atmosphère un peu surréaliste parce que, en fin de compte, avec le recul, on se rend compte que c'était le procès d'Alfredo Stranieri. Il jouait son rôle. Il a voulu garder son rôle, son premier rôle jusqu'au bout. Et il a tout fait pour que ce soit toujours lui la star. C'est avec beaucoup de légèreté qu'il parle des crimes qui lui sont reprochés. Il dit, moi je suis un escroc, je ne suis pas un assassin, mais je suis un escroc, oui, bon, il faut bien vivre. Donc il a besoin d'argent. Donc quand on est un escroc et qu'on a besoin d'argent, il faut qu'on trouve des pigeons. Et quand on a trouvé un pigeon, on le plume, voilà, c'est ça. Jusqu'à la fin, Stranieri dément. Les corps découverts dans les jardins, la tentative d'homicide contre Simon Cohen, il balaye toutes les accusations et les charges qui l'accablent. Des charges qui embarrassent ses avocats. Difficulté majeure pour la défense, c'est bien évidemment le fait que ce soit en Aveyron ou dans l'Essonne, nous avons 2 corps qui sont enterrés dans le jardin, à proximité de l'établissement. Et ça, c'est évident que c'est un élément extrêmement difficile pour la défense. Stranieri ne peut pas reconnaître ce qu'il a fait. Il ne peut pas pour une simple raison, c'est qu'il n'est pas autorisé. Il n'est pas autorisé par l'environnement, qui lui-même pourrait s'auto-détruire de reconnaître tout ça. Son sang-froid en désarme plus d'un. C'est un drôle de bonhomme, il est... Et toujours une façade, comme s'il avait un masque, se maîtrisant parfaitement, vraiment du début jusqu'à la fin. Et jouant son rôle et bien sûr niant. Alors que l'évidence, par moments, il y avait des questions toutes bêtes qui étaient... La réponse était d'une évidence, mais lui, il disait le contraire, mais c'en était grotesque. Stranieri est un bloc de glace. Il a ce côté affable, ce côté calabrais, qui a si bien fait illusion quand il racontait des mensonges aux proches des disparus. Et il a ce côté insensible qui vous glace en fait. Le masque tombe. Alfredo Stranieri verse des larmes. Le témoignage de sa fille le déstabilise. Il y a eu un moment où il a montré un peu d'humanité, c'est quand sa fille Kelly est venue témoigner. Elle n'a témoigné que lors du premier procès, parce qu'elle est décédée d'un accident de voiture entre les 2 procès, quelques jours avant le 2e procès. Et on sentait qu'il l'aimait, qu'il voulait aussi la protéger. Et là, on a senti, si vous voulez, un regard chargé d'amour vers sa fille. Mais c'est peut-être la seule personne qui les regardait avec amour pendant tout ce procès. Alors que sa maîtresse, ses sœurs, son ex-femme, il y a beaucoup de gens qui sont venus témoigner, mais le seul moment où il a montré une once d'humanité ou d'amour, c'est quand sa fille a parlé. Aux yeux de sa fille, il ne peut perdre la face. Il ne peut pas échouer, il doit gagner. Il doit gagner, et cela sur le mode de ce qu'il a fait antérieurement. C'est-à-dire qu'au fond, les personnes comptent peu, sauf si elles sont de son environnement proche. Après 10 jours de procès, le jury délibère. Les victimes attendent une peine sévère. Ça fait 5 ans, ma fille est morte. Moi, je l'ai cherchée pendant 20 mois.
5 ans de malheur. S'il fait appel, ça sera dans 1 an. Ça fera 7 ans. J'aurai 70 ans. Et je veux sa peau. Pour le mal qu'il m'a fait, pour le mal qu'il a fait aux familles, pour les gens qui n'ont rien demandé à personne. Il arrive devant eux, il leur prend par envie de convoitise, par appât du gain, leurs biens, leur vie. Non, il n'a pas le droit. Je ne gâcherai pas ma vie pour ces ordures. Alfredo Stranieri a nié en bloc contre toute évidence, d'où un verdict sans complaisance. Perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Stranieri fait appel. Le deuxième procès s'ouvre en mars 2004 et la peine est confirmée. Comment Alfredo Stranieri, vulgaire escroc, devient-il un assassin? Si on y regarde comme ça, de loin, c'est un petit escroc, c'est un pauvre type finalement, Stranieri. Il est rien, il n'est pas grand-chose, il ne sait pas faire grand-chose. Comment est-ce que ce petit escroc de bas étage va finir par se révéler être un tueur? Et un tueur en série? Il faut d'abord qu'on mette l'accent sur le plaisir qu'il éprouve à chasser. C'est-à-dire à chasser la bonne affaire. On ne naît pas comme ça, on le devient par expérience. Est-ce que l'on doit penser qu'il est tout prémédité? Non, parce que c'est un joueur. Comme tout joueur, il ne peut pas arrêter. Le plaisir de la chasse est permanent. Le plaisir de s'approprier le bien, hein, donc en prenant l'identité de l'autre, est permanent. Donc ça ne peut pas s'arrêter. Le jeu aurait-il pu continuer encore longtemps? Pas vu, pas pris. Je pense même que c'est une des expressions qu'on peut retrouver dans les propos qu'on a tenus sur lui ou qu'il a tenus sur lui-même. Pas vu, pas pris. Un crime commis une fois dans une certaine circonstance, organisé par lui à Viry-Châtillon. Un autre commis dans l'Aveyron, encore une fois organisé par lui, et ça marche. Je crois que s'il s'était ennuyé à la Bourriate, ou si pour une raison quelconque il avait dû quitter la Bourriate, pourquoi pas recommencer ailleurs? C'est ça l'impunité. L'impunité, c'est ça marche, on continue. Ça fait froid dans le dos quand on sait ce que les enquêteurs ont saisi à la Bourriate. Dans la procédure, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs journaux d'annonces avec des annonces entourées, d'autres affaires possibles, etc. Et j'essaie d'imaginer la chance qu'ont eu les gens qui correspondaient à ces annonces de ne pas être tombés dans les griffes de Stranieri. Et là, on est vraiment, quand on pense à ça, il y a un côté loterie qui est absolument terrifiant. En fait. Alfredo Stranieri a-t-il changé après 10 ans de détention? Il n'a pas dû fondamentalement changer. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il est à l'intérieur différent de ce qu'il était à l'extérieur. Claude et André Girard ont déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice française. Elle a été jugée recevable en janvier 2009. Si Claude poursuit son combat, sa femme André ne veut garder que le souvenir de leur fille. Simon Cohen est devenu croyant et pratiquant. Il estime qu'il doit sa vie sauve à Dieu. Corinne Mouly est une femme définitivement brisée. Elle ne se remet pas de la mort de son père. Anne-Marie Park s'est remariée. Quant à Alfredo Stranieri, condamné à la perpétuité, il purge sa peine de sûreté de 22 ans. En 2021, il pourra déposer une demande de libération conditionnelle.